La situation extrêmement critique au Proche-Orient est de plus en plus présente en France et les tensions sont nombreuses entre occupation d'universités, convocation d'élus et syndicalistes par la police pour apologie du terrorisme ou encore conférences et manifestations interdites. Que se passe-t-il exactement en ce moment? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors, plus de 6 mois après le 7 octobre et le début des bombardements puis de l'entrée de l'armée israélienne à Gaza, la situation au Proche-Orient est au cœur des discussions dans de nombreux pays. Aux États-Unis, par exemple, alors que la campagne présidentielle bat déjà son plein et que l'élection présidentielle est prévue pour le mois de novembre, eh bien, des milliers d'étudiants ont décidé d'occuper leur campus universitaire afin de dénoncer le soutien militaire américain à Israël. Là-dessus, on en a déjà parlé. Je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté cette semaine sur l'analyse de la fourniture d'armement à Israël. Et ces étudiants dénoncent aussi la situation humanitaire à Gaza. Beaucoup d'étudiants évoquant un génocide ou un risque de génocide. Ce mouvement a débuté mi-avril à l'université de Columbia à New York et puis il s'est étendu à de nombreux campus américains. On peut parler de Stanford, Harvard ou encore Yale, mais il y en a beaucoup d'autres avec un certain nombre d'enseignants qui ont aussi rejoint le mouvement. À noter que si la majorité des rassemblements se déroulent globalement dans le calme malgré la sensibilité des sujets, eh bien en marge de certains de ces rassemblements, des manifestants pro-israéliens disent avoir été victimes d'antisémitisme lors de ces rassemblements, notamment à Columbia par exemple, où une photo a été prise il y a quelques jours sur laquelle on peut voir une personne qui pointe des étudiants juifs pro-israéliens avec une pancarte sur laquelle il est écrit « Les prochaines cibles d'Al-Qassam » qui est la branche armée du Hamas. Suite à cela, le président américain Joe Biden avait alors affirmé que l'antisémitisme, je cite, n'a pas sa place sur les campus. En France, on peut noter qu'une cinquantaine d'étudiants ont d'abord campé dans l'école Sciences Po Paris dans la nuit de jeudi à vendredi à l'initiative du comité Palestine de l'école. Leurs revendications, elles sont doubles. D'un côté, principalement, une revendication de cessez-le-feu à Gaza et de l'autre, des revendications qui sont davantage propres à Sciences Po, si on peut dire ça comme ça, à savoir la tenue d'une assemblée générale avec l'administration et les étudiants, à savoir aussi des enquêtes menées sur les partenariats entre Sciences Po et certaines entreprises israéliennes qui pourraient être liées au gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Et enfin, ils demandaient aussi la levée des sanctions disciplinaires à l'encontre des étudiants qui ont participé justement à ces actions. Alors le blocage s'est finalement terminé avec un accord qui a été passé entre l'administration et les manifestants. Un débat interne va par ailleurs être organisé et les procédures disciplinaires engagées contre des manifestants étudiants vont donc être suspendues. En échange, les étudiants s'engagent à ne pas bloquer les cours et les examens jusqu'à la fin de l'année. Et à noter au passage, pour être très complet là-dessus, que vendredi, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé la suspension des financements de la région à Sciences Po. Une suspension qui sera effective tant que la sérénité, je cite, et la sécurité ne seront pas rétablies dans l'école. Alors pour l'instant, Valérie Pécresse n'a pas donné de nouvelles malgré l'accord avec la direction. On verra donc ce qu'il en est. Mais depuis lundi, et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, les blocages, ils dépassent largement Sciences Po. Ce lundi par exemple, ce sont les étudiants de la Sorbonne, toujours à Paris donc, qui ont décidé d'installer des tentes dans la cour de l'université avant d'être délogés finalement par les forces de l'ordre à la demande du Premier ministre Gabriel Attal. Dans la foulée, c'est la plupart en fait des Sciences Po en France qui ont fait face à des manifestations ou à des blocages, ainsi que pas mal de facs et d'universités plus globalement qui ont connu des mobilisations. Et puisqu'on parle d'université, pour être très complet, à noter qu'une conférence sur la Palestine avec le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, devait être organisée à l'université de Lille le 18 avril, mais finalement, la direction a décidé de l'interdire, estimant que les conditions n'étaient plus réunies pour, je cite, garantir la sérénité des débats. Une interdiction qui a été vivement critiquée par la gauche et par la France Insoumise. Mais au-delà des prises de parole dans les médias, au-delà aussi donc des différents débats au sein des universités, il y a aussi le terrain de la justice. En effet, il y a quelques jours, c'est le secrétaire général départemental de la CGT, Jean-Paul Delesco, qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme à cause d'un tract de soutien aux Palestiniens qui a été diffusé par le syndicat le 10 octobre dernier, soit 3 jours après le massacre du Hamas contre Israël. On pouvait notamment lire sur ce tract, je cite, « Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis le 7 octobre, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. » Enfin, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a été convoquée ce mardi par la police pour apologie du terrorisme, tout comme Rima Hassan, qui est une juriste franco-palestinienne et candidate aux élections européennes sur la liste de la France Insoumise. En fait, Mathilde Panot devra répondre après un communiqué qui a été publié le 7 octobre par la France Insoumise, qui avait
qualifié les actes du Hamas, je cite, d'offensive armée de forces palestiniennes. Certains estimant donc que cela revient à minimiser ce qui s'est passé le 7 octobre. Quant à Rima Hassan, elle est notamment critiquée pour avoir répondu vrai à l'affirmation, je cite, le Hamas mène une action légitime lors d'une interview fin novembre à la chaîne Le Crayon, mais elle estime que sa réponse a été tronquée au montage et elle a précisé depuis à plusieurs reprises ses propos. Selon elle, en fait, il faut distinguer deux choses. D'un côté, la légitimité pour un groupe armé, là en l'occurrence le Hamas a opéré pour une lutte d'autodétermination. Il faut donc distinguer cela de son mode opératoire. Et justement sur cette question de ce mode opératoire et de cette attaque du 7 octobre, elle a déclaré que les attaques du Hamas ne pouvaient pas être justifiées et qu'elles relèvent du crime de guerre, voire du crime contre l'humanité. Par ailleurs, sur Twitter, elle déclare qualifier le massacre du 7 octobre, je cite, de mode opératoire terroriste. Et à noter que ces deux convocations par la police, elles font suite à des plaintes de l'Organisation juive européenne, qui est un collectif qui se donne pour but de lutter contre l'antisémitisme. Alors, comment analyser la situation et ces convocations? Alors ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Un certain nombre de soutiens à la cause palestinienne sont accusés parfois de complaisance vis-à-vis du Hamas, alors que c'est une organisation terroriste selon de nombreux pays, dont la France. Par ailleurs, plus largement, on en a beaucoup parlé, le tout se déroule dans un climat extrêmement tendu et dans un contexte aussi où les actes antisémites ont quadruplé en France en 2023, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur, des chiffres forcément alarmants. Mais concernant plus précisément maintenant ces convocations qu'on vient d'évoquer, de nombreuses ONG interrogées s'inquiètent de cette répression, je cite, des voix pro-palestiniennes en France, mais aussi en Europe, alors que la population est de plus en plus polarisée sur le conflit. Selon Julia Hall, qui est chercheuse à Amnesty International et qui est interrogée par l'AFP, je cite, les lois contre les discours de haine et les lois antiterroristes sont instrumentalisées, selon elle, pour s'attaquer aux propos en soutien aux Palestiniens, des propos qu'elle estime pourtant légitimes. Par ailleurs, certains pointent du doigt aussi des propos jugés outranciers par certains élus et qui n'ont pas mené à des convocations. Par exemple, lorsque le député Les Républicains Meyer Habib a qualifié sur Radio J les habitants de Gaza de cancer. En tout cas, ça me semblait important de faire un point, même rapide, sur tout ce qui a pu se passer ces derniers jours, parce qu'on en a parlé rapidement dans les actualités en bref, mais ça me semblait important de faire un nouveau point plus complet là-dessus. Je vous mets des liens directement en description si vous voulez en savoir plus et creuser certains de ces sujets, sachant qu'on a déjà eu l'occasion de creuser certains d'entre eux ces derniers jours, mais on continuera à le faire dans les prochaines semaines. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, qui est actuellement en déplacement en Israël, a demandé au Hamas d'accepter, je cite, sans plus tarder, la nouvelle proposition israélienne de trêve. Cette proposition, elle comprend notamment un cessez-le-feu de 40 jours contre la libération d'otages israéliens retenus à Gaza et de milliers de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Sur les quelques 250 otages emmenés à Gaza le 7 octobre, 129 sont toujours retenus sur place, dont 34 sont considérés comme morts par l'armée israélienne. Toujours sur Gaza, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis ce mardi qu'avec ou sans trêve, l'armée israélienne entrera dans Rafah, la plus grande ville du sud de Gaza où vivent plus d'1,5 million de Gazaouis, en majorité des déplacés. Selon lui, Rafah serait le dernier bastion du Hamas. Mais pour l'ONU, une offensive de l'armée israélienne à Rafah représenterait, je cite, une escalade intolérable qui risquerait de tuer des milliers de civils supplémentaires. Deuxième actu, ce mercredi 1er mai, c'est la fête du travail et comme chaque année, des manifestations ont été organisées à travers la France. Par exemple, il y a eu des rassemblements à Paris, mais aussi à Rennes, Nantes, Lyon ou Toulouse. Au total, 12 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, dont 5 000 à Paris, selon une source policière interrogée par France Info. D'ailleurs, autre info liée au 1er mai, exceptionnellement, les sirènes d'alerte à la population ne sonneront pas ce mercredi, comme c'est un jour férié, mais elles sonneront ce jeudi. Ces sirènes retentissent habituellement tous les premiers mercredis du mois à midi pour s'assurer qu'elles fonctionnent bien pour les utiliser en cas d'urgence. Donc ne vous inquiétez pas si vous entendez une sirène ce jeudi. Troisième actu, les éboueurs de Paris menacent de faire grève pendant les Jeux Olympiques cet été. La CGT des éboueurs parisiens a donc déposé un préavis de grève du 14 au 16 mai, du 22 au 24 mai et du 1er juillet au 8 septembre, soit durant toute la période des JO. Concrètement, ils réclament une hausse des rémunérations avec une prime de 1 900 € et une augmentation mensuelle de 400 € de la rémunération de tous les personnels. Christophe Farinet, le secrétaire général de la CGT FTD-NEEA, a expliqué à RMC que l'objectif n'était pas, je cite, de gâcher les JO et qu'il s'agit davantage d'un levier de pression pour obtenir leurs revendications.
l'inflation. Quatrième actu, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump, qui est à nouveau candidat pour la présidentielle de cette année, a été condamné ce mardi à une amende de 9 000 $, donc environ 8 500 €, pour outrage au tribunal à son procès qui se déroule actuellement à New York. Alors si vous n'avez pas suivi, en ce moment, Donald Trump est jugé dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels. Concrètement, il est accusé d'avoir caché dans les comptes de ses sociétés un versement de 130 000 $ destiné à l'actrice de film pornographique Stormy Daniels en échange de son silence pendant la campagne présidentielle de 2016. Stormy Daniels affirme avoir eu une liaison avec lui il y a des années. Alors l'amende que Donald Trump a reçue ne porte pas directement sur cette affaire, dont le procès est encore en cours, mais sur ses attaques publiques à répétition contre des témoins et des jurés sur les réseaux sociaux. Le juge l'a d'ailleurs menacé d'incarcération s'il récidive. Cinquième actu, toujours aux États-Unis, le gouvernement américain serait sur le point de reclasser le cannabis comme une drogue moins dangereuse. C'est en tout cas ce qu'a recommandé le ministère de la Justice au Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche, selon une source proche des autorités américaines interrogée par l'AFP. Aujourd'hui, le cannabis est classé aux États-Unis en catégorie 1, donc celle des drogues considérées comme très addictives et sans intérêt médical, comme l'héroïne. Mais il pourrait donc passer en catégorie 3, dans laquelle on retrouve certains médicaments, comme la codéine. Alors le Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche doit encore examiner cette proposition, mais s'il l'accepte, cela permettrait de reconnaître les utilisations médicales du cannabis sans pour autant le légaliser dans l'ensemble du pays. À noter que les 3/4 des Américains vivent dans un état où le cannabis est légal. Sixième actu, en Géorgie, la police a réprimé violemment les manifestations contre la loi sur les agents de l'étranger organisées ce mardi dans la capitale du pays. En fait, des milliers de manifestants étaient réunis pour la 3e semaine pour protester contre un projet de loi jugé liberticide qui s'inspirerait de la loi russe. Concrètement, l'objectif de cette loi, c'est de contraindre toute ONG ou tout média recevant plus de 20% de son financement de l'étranger à s'enregistrer administrativement sous la rubrique d'organisation défendant les intérêts d'une puissance étrangère. Ce mardi donc, des policiers masqués ont utilisé du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc et ont frappé et arrêté des dizaines de personnes, selon un journaliste de l'AFP. De son côté, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a fermement condamné les violences des forces de l'ordre alors que la Géorgie est un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Et on finit avec une bonne nouvelle, les pays du G7, donc les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Japon, se sont engagés collectivement ce mardi à fermer leurs centrales à charbon d'ici à 2035. Le charbon, c'est l'énergie fossile la plus polluante et certains pays, comme la France, militaient donc pour que les puissances du G7 l'abandonnent d'ici 2030. Mais le Japon se montrait jusque-là assez réticent à l'idée de fixer une date butoir, étant donné qu'un tiers de son électricité provient du charbon. À noter que certains critiquent le fait qu'aucune limitation de la production de gaz n'ait été actée, alors que les pays du G7 sont responsables de 21% des émissions de gaz à effet de serre, selon les chiffres de l'Institut d'analyse du climat. Voilà donc pour ces actualités du jour. Des actus toujours donc sans la caméra parce que je rentre de reportage, désolé pour ça. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.